Je suis assise ici, submergée par la douleur de réaliser à quel point j'ai tout gâché. J'ai du mal à comprendre comment j'ai pu blesser celui que je pensais partager ma vie entière. Je m'appelle Daisy, j'ai 29 ans et Philippe, mon mari, a le même âge. Nous nous sommes mariés il y a 3 ans, bien que notre histoire d'amour ait commencé bien trop tôt, au lycée. Oui, nous étions des amoureux d'adolescence, le couple que tant de gens idéaliseront un jour. Philippe a toujours été à mes côtés, faisant de moi sa priorité. C'est un rare trésor, attentionné, romantique et fiable. Il n'hésitait jamais à tout laisser tomber dès que j'avais besoin de lui. Chaque geste de tendresse me faisait retomber amoureuse de lui. Je sais, cela peut sembler un cliché éculé, mais je crois sincèrement qu'il a été la plus belle chose qui me soit arrivée. Pourtant, malgré tout cela, j'ai pris son amour pour acquis. Je pensais qu'après tant d'années passées ensemble depuis une époque si innocente, il serait toujours là pour recoller les morceaux lorsque je faiblissais. J'imaginais que son amour était inconditionnel, imperméable à mes cruautés. Au fil du temps, j'ai oublié que Philippe est avant tout un être humain. Il a des sentiments, des limites, des besoins que j'ai négligés sans m'en apercevoir. Je lui ai fait du mal d'une manière que je n'aurais jamais imaginée, effaçant l'immense dévouement dont il faisait preuve pour moi. Je me suis persuadé que son calme reflétait son acceptation complète, qu'il continuerait à sourire et avancer, peu importe combien de fois je l'ai rabaissé. Je réalise maintenant que mon insouciance ne se limitait pas à l'incapacité d'apprécier sa présence constante. Elle était aussi le reflet d'une insécurité superficielle tapie en moi. Vous voyez, Philippe n'a jamais été un modèle de convention en termes d'apparence. Et je ne dis pas cela par méchanceté, mais c'est une vérité amère que j'ai longtemps refusé d'affronter. Derrière cet extérieur modeste se cache un cœur en or pur, un homme qui abandonnerait tout pour aider autrui, qui mettait toujours les autres avant lui-même. Pourtant, j'étais honteuse, secrètement perturbée par son apparence. Cette petite voix intérieure qui murmurait qu'il ne correspondait pas aux standards imposés par la société a fini par dominer mes pensées. Autrefois, je me persuadais que l'apparence n'avait pas d'importance, que le véritable amour reposait sur sa bonté et sa force discrète. Mais peu à peu, cette voix devint assourdissante et j'ai cessé de le regarder avec admiration, optant plutôt pour le sarcasme afin de masquer mes complexes. Je me souviens des débuts, lorsque nous étions jeunes et insouciants, et que son apparence n'était même pas une considération. Mais en vieillissant, j'ai commencé à ressentir le jugement du monde autour de moi. Dans les réceptions et les rassemblements, je percevais les regards de travers et ressentais une pression inexplicable de devoir exhiber fièrement mon mari, être fier de lui en toutes circonstances. Au lieu de cela, j'évitais la lumière des projecteurs. Lors de soirées ou sur des photos de groupe, je faisais des remarques désinvoltes, sans mesurer l'impact que chaque mot avait sur son estime de lui-même. Chaque éclat de rire provoqué par une blague sur son apparence était en réalité une lame invisible. Je fermais les yeux devant la détresse que je percevais furtivement dans son regard, un regard qui implorait une pitié que je refusais d'accorder. Il y eut des moments où, avec un humour maladroit, je le comparais à un personnage de dessin animé, ou disais que je ne l'avais pas épousé pour son physique. Je m'asseyais alors à croire que tout ceci n'était qu'une plaisanterie inoffensive, mais au fond, je savais que chaque mot était une trahison. Je voyais dans la manière dont il évitait les miroirs, ou balbutiait lors de compliments sincères, la fissure d'un mur qu'il avait mis tant d'années à ériger. J'avais échoué à célébrer l'homme qu'il était, et j'avais même tenté de dissimuler cet aspect de lui dans ma vie professionnelle et auprès de mes amis. J'ai séparé notre vie commune de mon univers de travail, le tenant à l'écart de mes réseaux sociaux, trouvant des excuses chaque fois que quelqu'un voulait nous voir ensemble. Je me persuadais que c'était pour préserver une image, alors qu'en réalité, j'avais peur du regard des autres. Lors de nombreux événements professionnels, j'ai choisi de ne pas le présenter, honteuse du contraste entre l'image que je renvoyais en ligne et l'homme qui m'aimait sans réserve. Je lui ai même dit qu'il n'était pas photogénique, que son image ne correspondrait pas à l'esthétique recherchée pour mes publications. Chaque justification n'était qu'un coup de poignard dans son estime, lui rappelant qu'à mes yeux, il ne suffisait pas. Et malgré tout cela, Philippe restait d'une patience infinie. Il avalait chaque remarque blessante avec un sourire, ne se rebellant jamais, plaçant sa confiance en moi avec une naïveté déchiquetante. C'est cette confiance indéfectible qui rendait ma trahison encore plus insupportable. Un soir,
Au détour d'un pré-apéro, entre amis, une soirée qui avait débuté dans la joie et la légèreté, j'ai franchi une limite que je n'aurais jamais dû approcher. Avec quelques verres de trop et un excès de bravade, j'ai lâché une remarque comparant Philippe à une grenouille de dessin animé célèbre. La pièce s'est alors emplie d'éclats de rire. D'abord, je me délectais de l'attention, croyant que cette validation apaiserait un peu ma culpabilité. « Allez, admirez-moi », dis-je en plaisantant. « Regardez sa grande bouche et ses yeux énormes. Même si je l'embrassais, il resterait une grenouille. » Les amis riaient et m'encourageaient jusqu'au moment où j'ai croisé le regard de Philippe. Un regard fixe, empreint de douleur et de désolation. Cet instant, si petit mais ô combien déterminant, brisa la bulle d'ivresse que j'avais construite. Dans cette pièce, l'atmosphère changea du tout au tout. Les rires s'éteignirent, remplacés par un silence lourd et chargé d'émotions. Je voyais le rire d'un ami se transformer en malaise, le sourire d'un autre vaciller, et soudain, tous les yeux se tournèrent vers Philippe. Ils ne partageaient pas leur amusement. Il ne semblait plus être là avec moi. Son expression s'était assombrie. Ses yeux, d'ordinaire si doux, étaient de maintenant durs, trahissant une profonde blessure. Puis, d'une voix calme, mais traversée par une immense douleur, il dit « Tais-toi ». C'est comme si le monde s'était figé, le bruit de sa chaise tirée, le silence pesant qui s'installait, et dans ce silence, ces mots me transperçaient « Si tu n'aimes pas mon apparence, pourquoi es-tu avec moi ?» Cette simple phrase m'a frappé plus fort que je ne l'aurais jamais imaginé. J'avais toujours eu l'idée qu'il supporterait mes taquineries, que son amour ferait disparaître toute douleur. Mais entendre ces mots, devant nos amis, me rendit compte de toute l'ampleur de ma désinvolture. Je réalisais alors que, dans ma quête d'être drôle et cool, j'avais détruit les bases mêmes de notre relation. J'ai voulu réagir, lancer une autre blague pour reprendre le contrôle de la situation. Mais rien ne pouvait effacer le mal causé. La tristesse dans ses yeux me suffisait à me dire que j'avais pris pour acquis un amour d'une rare intensité, patient et irremplaçable. Ce soir-là, en rentrant chez nous, j'ai supplié son pardon, murmurant des excuses qui sonnaient creux dès leur prononciation. Au petit matin, je l'ai de nouveau abordé, la voix tremblante de remords. « Je suis désolé », ai-je chuchoté, mais il se leva, enveloppé dans un mutisme lourd, et partit sans un mot. Je restais seul, à rejouer dans ma tête chacune de mes paroles blessantes, consciente que rien ne ramènerait la chaleur de son sourire, ni l'éclat dans ses yeux. Enfermé dans un labyrinthe de dégoût de moi-même et de regrets, je me demandais comment réparer les années de plaisanteries méchantes qui avaient érodé son estime. Plus tard, quelques amis m'ont envoyé des messages empreints d'inquiétude, me demandant si Philippe et moi allions bien. Je ne pouvais que répondre à moitié, trop perdu dans mes remords pour trouver les mots justes. C'est pourquoi, chers auditeurs de notre chaîne, si mon histoire vous touche ne serait-ce qu'un peu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire pour partager vos propres expériences ou vos espoirs en matière de rédemption. Votre soutien, sincère et discret, est une lueur d'espoir dans ces ténèbres. J'avais jadis une vie où je tirais fierté de mon indépendance. Un bureau, des collègues, des amis, une présence assidue sur les réseaux sociaux, et je voulais absolument cloisonner cette vie de mon mariage. J'ai délibérément tenu Philippe à l'écart de mon univers professionnel. Je refusais de l'inviter aux événements de travail ou de le laisser apparaître sur mon profil en ligne, par honte de le montrer au grand jour. Je trouvais sans cesse des excuses, allant jusqu'à lui dire des choses cruelles sur son apparence, insinuant qu'il n'était pas digne d'être à mes côtés. Chaque remarque cinglante trahissait une insécurité profonde. Aujourd'hui, en repensant à tout cela, je suis horrifié par la manière dont je l'ai traité, utilisant l'humour pour masquer mon mal et empoisonner ce qui aurait dû être une relation d'amour et de soutien mutuel. J'étais tellement obsédé par les apparences et l'opinion des autres que j'en suis venu à oublier l'homme exceptionnel qui m'aimait sans condition. Puis vint le moment fatidique où Philippe en eut assez. Lors d'une nouvelle soirée entre amis, alors que je continuais à me moquer de son apparence, sa réserve tranquille se dissipa brusquement. Sa voix habituellement posée se mua en une lame tranchante lorsqu'il déclara qu'il en avait assez. Assez des piques incessantes, assez d'être réduit à une blague. Ce fut l'instant où, en l'écoutant décrire des années de douleurs silencieuses, j'ai compris la gravité de mes actions. Il avoua avoir souffert d'insécurité depuis l'enfance,
harcelé sans relâche par des moqueries qui ne s'étaient jamais vraiment taries. Pour lui, j'étais censé être le refuge, celle qui guérirait ses blessures. Au lieu de cela, j'étais devenu leur source. Je le suppliais de me pardonner, promettant par des paroles vaines et des gestes hésitants de changer, mais rien ne pouvait effacer l'ampleur du mal causé. Je me retrouvais seul dans ce que nous avions jadis partagé, un foyer désormais hanté par le souvenir de l'amour que j'avais laissé s'effriter. Le silence de Philippe ne faisait que grandir par la suite. Un matin, à son retour du travail, j'ai tenté, avec tout le désespoir possible, de lui parler, chaque mot lourd de regret, mais il refusait même de croiser mon regard. Sa routine se poursuivait normalement, comme pour m'indiquer que réparer l'irréparable était hors de portée. J'ai supplié d'essayer une thérapie de couple, n'importe quoi pour raviver notre flamme, mais il déclina catégoriquement. Le cœur lourd et envahi par l'échec, j'ai fini par quitter notre domicile. J'ai demandé l'hospitalité à mes parents qui, tout en me réprimandant pour mes erreurs, ont tenté de joindre Philippe pour essayer de recoller les morceaux. Une tentative qui n'a fait qu'amplifier ma honte. Je rejoue tous les instants dans ma tête, de ces premiers jours où j'ignorais son immense bonté à cette fameuse soirée où mes paroles irréfléchies l'ont poussé à bout. J'ai compris que ma quête d'une perfection illusoire, de cette image que je souhaitais projeter, m'avait coûté l'unique abri que j'avais. Chaque souvenir de cette soirée où les rires s'étaient mués en un silence glaçant, en voyant ses yeux emplis de tristesse, me hante. Je sais désormais combien j'ai blessé Philippe d'une manière qui pourrait ne jamais se réparer. Les semaines qui ont suivi furent noyées dans le regret et l'isolement. Je me sentais seul, prisonnière de mes erreurs. Les reproches constants de mes parents ne faisaient qu'amplifier ma douleur, me rappelant sans cesse que j'étais responsable de la chute de ce qui avait jadis été un mariage merveilleux. L'idée de refaire ma vie, de rebâtir ce qui avait été détruit, me terrifiait. Le coup le plus dur arriva lorsque l'on m'a remis les papiers du divorce. Une fin brutale à des années de comportements blessants. Je me souviens encore du tribunal, le choc, l'humiliation, et ce moment d'un désespoir complet où j'en suis venu à m'évanouir. Philippe avait paniqué, et pendant un bref instant, j'ai cru déceler en lui une once de compassion. Mais la procédure fut trop rapide, trop définitive. Nous avons partagé équitablement nos biens, nos économies, et même les souvenirs se sont brisés en éclats fragiles. Puis, comme dans un scénario irréel, il a fait ses valises et a quitté le pays pour le Danemark. Je répétais sans cesse le nom de son nouveau pays, espérant trouver un peu de réconfort face à ce vide, mais rien n'y faisait. Il était parti, complètement inatteignable, l'homme que j'avais tant chéri et que je ne pouvais désormais invoquer que dans mes souvenirs brisés. Aujourd'hui, je me retrouve face à une vie vide. Reprendre le travail, affronter un quotidien de 9 à 5, me semble désormais insoutenable tant le vide me ronge. Chaque jour est plus lourd que le précédent. Chaque instant, un rappel cruel de l'amour que j'ai détruit. Je suis prisonnière d'un cycle sans fin de remords et de culpabilité. Mon cœur souffre en pensant au passé, à la douceur d'un amour qui s'avère être bien plus précieux que l'éphémère approbation des autres. Mes parents m'encouragent à me relever et à reprendre goût à la vie, tandis que je peinais à affronter mon propre reflet. J'ai entamé une thérapie, ironique puisque c'est là la première marque sincère de préoccupation de mes parents. Et bien que cela représente un premier pas vers la guérison, rien ne semble plus pareil. Je suis seul, isolé de ceux qui autrefois soutenaient ma relation avec Philippe, noyé dans des regrets dont il semble impossible de s'extraire. Je me tiens au bord d'un gouffre de remords, consciente d'avoir perdu non seulement mon mari, mais aussi une partie essentielle de moi-même. J'aspire encore à lutter pour lui, à prouver que je peux changer, même si chaque excuse semble dérisoire face à l'immensité de mes erreurs. Mais comment implorer le pardon après des années de plaisanteries sans cœur et de dénigrement, quand la personne aimée a fini par s'éloigner? Je ne sais plus par où commencer. Épuisé, vaincu, submergé par une tristesse si profonde qu'elle paraît insurmontable. Avant de vous quitter, si ce récit vous touche ne serait-ce qu'un peu, si vous croyez en la puissance de la rédemption, ou possédez vos propres souvenirs de regrets et de guérison, prenez le temps de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager vos commentaires. Vos réactions comptent, elles éclairent l'obscurité de ces moments difficiles. Finalement, Philippe m'a dit qu'il en avait assez. D'un ton calme, il m'a expliqué que ces incessantes moqueries
Ses tentatives maladroites de camoufler sa vulnérabilité par l'humour l'avaient épuisé. Ce soir-là, lors d'une longue et douloureuse conversation, il m'a confié que, bien qu'il ait toujours su que son apparence ne correspondait pas aux standards sociaux, c'était le flot constant de mes mots aigres qui l'avait détruit. Il en avait assez de feindre que tout allait bien alors qu'en lui, tout était brisé et il se sentait indigne d'amour. Je me suis mise à supplier, promettant de m'améliorer, de lutter pour reconquérir ce qui nous restait. Mais la souffrance était trop profonde. J'ai fini par quitter le domicile que nous partagions et pendant un temps, j'ai habité chez mes parents, un rappel quotidien de mes échecs en tant qu'épouse et compagne. Ce n'était pas seulement une question de fierté ou d'image. Chaque fois que je voyais la douleur dans ses yeux, ou que j'entendais le son de sa résignation, je savais que j'avais sombré au plus bas. Je reste tourmenté par le souvenir de cette confrontation lors du pré-apéro, quand les rires s'étaient tus et que son regard silencieux en disait long, sans qu'un mot supplémentaire ne soit prononcé. J'avais laissé mon obsession des apparences détruire le véritable amour que nous avions. Aujourd'hui, alors que le divorce se finalise et que notre vie commune se dissout en un lointain souvenir, je dois affronter un futur sans lui. Je tente de reconstruire mon existence en retournant au travail dans un environnement devenu hostile et inconnu. Chaque erreur, chaque blague qui se voulait légère mais s'est transformée en poignard dans son cœur, me hante. Je déteste la personne que je suis devenue et les décisions irréversibles que j'ai prises à un moment où j'aurais dû chérir l'amour authentique que nous partagions. Le départ de Philippe, son envol pour le Danemark, semble sceller la fin d'un chapitre douloureux. Un chapitre où les rires se sont mués en tristesse. Aujourd'hui, je vis parmi les ruines de ce que j'estimais précieux, noyé dans des regrets, en quête de la moindre possibilité de rédemption. Je m'interroge sur la possibilité d'un pardon, sur la capacité à m'aimer à nouveau après avoir infligé tant de souffrances. Je suis tellement honteuse et brisée qu'il m'est difficile de sortir du lit, comme si je devais traverser chaque jour un bourbier sans fin. Merci d'avoir écouté ce récit déchirant. Si vous ressentez ne serait-ce qu'un écho en ces mots, si l'idée de la rédemption ou vos propres histoires de regrets vous interpellent, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, likez cette vidéo et laissez vos impressions dans les commentaires. Votre soutien est la seule lumière parvenant à percer cette obscurité.